Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 12 mai 2025. Alors aujourd'hui, on va parler des accords commerciaux qui sont trouvés, notamment avec les États-Unis sur les droits de douane. On fera un petit point sur l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber et qui vont influer forcément sur les marchés et qui vont impliquer beaucoup de volatilité au moment où les chiffres tomberont. Les résultats d'entreprise et les dividendes aussi qui continuent cette semaine, même si on n'a pas beaucoup de très grosses valeurs cette semaine, il y en a quand même quelques-unes. Et puis on verra les grosses variations, le CAC 40 et les valeurs toujours intéressantes à suivre. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de commencer par les matières premières, on va faire rapidement l'agenda de la semaine. Ce sera surtout en fin de semaine, parce qu'aujourd'hui on n'a pas eu grand-chose. Demain, on aura notamment l'IPC aux États-Unis, donc l'indice des prix à la consommation, qui sert notamment à mesurer l'inflation. On est toujours à 2,4% en annuel. Le but, c'est de se rapprocher des 2%, si possible en dessous, mais vraiment être calé sur les deux. Et on voit que c'est toujours compliqué à descendre. Donc 2,4, on prévoit encore 2,4, on verra si on a un petit écart ou pas. Mercredi, on aura la même chose en Allemagne, mais là, on est déjà bien descendu. On est à 2,1 en annuel. Rapport de l'OPEP également à 13h. Stock de pétrole brut à 16h30. Jeudi, on aura le PIB en Grande-Bretagne à 8h, l'indice des prix à la consommation à 8h45 en France, mais là on est bien bas, on est à 0,8, donc il n'y a plus d'inflation en France. Le PIB en Europe à 11h, mais surtout 14h30, donc c'est là que ça va commencer, inscription hebdomadaire au chômage, c'est des chiffres souvent très suivis et qui vont vraiment changer les marchés, ce sera à 14h30. Également vente au détail et vente au détail principal. Indice Fed de Philadelphie sur le manufacturier, ça c'est aussi un chiffre important, et il est attendu un peu moins pire que prévu. On était à moins 26, on prévoit moins 9. Là aussi, on voit peut-être dans le manufacturier un petit rebond aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on va avoir une récession ou pas? Peut-être pas. Et notamment avec ces accords de douane qui arrivent. Et production industrielle à 15h15. Et enfin, vendredi, on aura le chômage en France. On est à 7,3%. Les permis de construire aux États-Unis à 14h30 et les anticipations d'inflation et confiance consommateur Michigan à 16h. Au niveau des résultats entreprises, on a eu ce matin Emeis, on aura Equasens. Demain, on aura Eiffage et Ribert. Ribert dans les semi-conducteurs, intéressant à suivre et dans des configurations, on va peut-être la revoir aussi tout à l'heure. Mercredi, on aura Alstom, Ubisoft, Burberry, Tencent et surtout Bouygues au CAC 40. Et jeudi, on aura Engie au CAC 40, également des grosses valeurs américaines. Alors Alibaba, américaine, étrangère, Alibaba, Allianz, Deutsche Telekom et Walmart. Et Eutelsat et Vallourec également en Europe. Et les dividendes, on aura Sanofi aujourd'hui qui a détaché son dividende à 3,92, Veolia à 1,40€ et demain on aura Schneider à 3,90€. Un petit point sur les matières premières, le pétrole. Qui revient, et on le voit bien sur ce graphe avec les 60 en gros, qui est un niveau intermédiaire souvent joué avant les 55 sur le pétrole. Ça avait déjà rebondi ici le 9, ça rebondit encore. Et puis là, avec les accords sur les droits de douane, j'en ai parlé ce matin sur une petite vidéo, il y avait déjà eu précédemment des accords avec les Britanniques. Maintenant, il y en a avec la Chine pour baisser. Alors, ça c'est pas sur tous les produits. Il y a déjà des produits qui sont détaxés, notamment les produits en relation avec la technologie et certains semi-conducteurs, les PC, les téléphones, etc. C'est déjà taxé un peu moins fort. C'était vraiment ce qui était pas déjà dans les contrats de taxes, qui était à 140%. Et là, on passe beaucoup plus bas sur les États-Unis, et réciproquement, la Chine a également baissé ses taxations face aux importations américaines. Donc, ça va dans le bon sens, c'est ce qu'on avait dit. Les taxes de Trump, elles peuvent pas durer dans le temps parce que ça handicape tout le monde. On commence à avoir des accords, donc forcément, les investisseurs reviennent sur le marché parce qu'on a de la visibilité et des prix qui redeviennent cohérents. Donc, on va pouvoir refaire du commerce et réacheter un peu si on n'avait pas fait de stock précédemment.
Donc les marchés remontent, la demande aussi, même si elle est relativement moyenne, parce qu'on sait que la croissance américaine est pas au mieux, ça remonte et surtout, on casse pas les niveaux ici de capitulation. Alors c'est plutôt sur les 55 hein, la capitulation, mais on a un premier niveau ici sur les 60 et on voit que le pétrole rebondit. Alors pour l'instant, on est toujours dans un pétrole à court terme plutôt bas par rapport à ce qu'on a vu, mais si on dézoome et qu'on est long terme, on est toujours sur les mêmes niveaux hein, que fin d'année 2022 ou été 2023. Donc une demande toujours moyenne, mais un pétrole qui devrait se maintenir ici. On a également une hausse hein, de la production des pays producteurs de pétrole qui a été confirmée. Donc ça va pas aider non plus à rebondir. Donc le fait qu'on ait un rebond, c'est quand même plutôt favorable. Un petit point sur les autres matières. Première, on a le cacao qui est pas loin de partir aussi, c'est éventuellement à suivre hein, pour si on a une sortie de quelques pourcents, on aura certainement la continuation haussière hein, sur le prix du cacao. Le café c'est la même chose, on a déjà eu le breakout, on a le pullback et on a ce phénomène hein, qui revient sur les moyennes, sur l'ancienne oblique et les moyennes les plus courtes. Donc le scénario on l'avait fait, breakout, pullback et continuation de la tendance haussière sur le café. Un peu plus en relation avec l'économie, le cuivre et l'argent. Ils sont un peu les mêmes configurations, hein, on les voit toujours en mode consolidation, mais au-dessus des moyennes les plus longues. Et ces annonces notamment hein, sur les droits de douane, ça devrait être plutôt favorable. Donc là aussi, c'est quelque chose à surveiller sur le cuivre. Probablement ces prochains jours, peut-être une sortie vers le haut et une dynamique assez haussière. C'est comme l'argent. C'est quasiment pareil, hein, le graphe, on a déjà eu le rebond, on est dans cette petite période de congestion, donc sur l'argent, ce qu'on attend aussi, c'est une cassure un peu nette, peut-être sur les 33, sur les 33,5, qui devrait confirmer une tendance haussière, et ça, c'est en relation avec la santé de l'économie, hein, cuivre et argent. Si l'économie va bien, le prix devrait augmenter et être un peu plus cher. Le palladium et le platine qui sont toujours en embuscade, hein, on n'était pas loin de sortir en fin de semaine dernière, là on rend un petit peu mais pas beaucoup finalement, donc là aussi c'est quelque chose à suivre sur le palladium et le platine un peu plus long, hein, le graphe du platine on voit que ça risque de mettre un peu plus de temps, mais on a toujours la même tendance de consolidation un peu longue et duquel on devrait sortir par le haut, mais on n'a pas encore le signal. Et enfin l'or forcément, qui dit droit de douane baissé, donc le commerce va mieux, donc moins de tensions géopolitiques, on va rechercher peut-être plus de risques et plus de performance avec le marché action, donc moins de défensives, on l'a vu sur les actions défensives qui descendent, donc les valeurs refuges comme l'or descendent évidemment à court terme. Et c'est le cas, hein, forcément, on perd 2,5 parce qu'on a des flux qui vont attirer notamment hein, les actions en relation avec les droits de douane, que ce soit entre la Chine et les États-Unis, mais pas que, parce que l'économie aussi, par répercussion, va être un peu meilleure dans tous les gros groupes, les gros blocs du monde. Donc, l'or devient moins attractif, d'autant qu'on n'était pas loin des plus hauts historiques. C'est normal qu'on ait au moins une petite continuation de la consolidation, même si on reste haussier à long terme. Alors on verra après, mais forcément, avec un marché action qui va mieux, l'or aura du mal à au moins accompagner le mouvement. Et l'uranium aussi qui rebondit bien hein, depuis son gap du 22 avril. On est revenu toucher ici le plus haut, le rebond technique, donc ce qu'on dit souvent, hein, c'est être capable de casser les derniers plus hauts. Quand on est en tendance baissière, on met des plus hauts de plus en plus bas. On le voit ici, on va de plus en plus bas. Ici, hein, sur les 1490, là sur les 1424, le rebond sur les 1358, là sur les 1076, et boum, ça y est, on revient enfin, on casse un dernier plus haut qu'on n'avait pas réussi à casser. Donc on peut espérer que la tendance baissière sur l'uranium soit terminé. On l'avait déjà anticipé hein, avec le gap ici notamment. Donc là, c'est probablement confirmé. Donc pas mal de valeurs aussi uranium devraient en profiter et confirmer peut-être une dynamique favorable sur le moyen long terme parce que la tendance baissière, elle semble terminée. Au niveau des indices, forcément, hein, les indices américains, Dow Jones et Nasdaq sont plutôt hauts aujourd'hui avec des grosses ouvertures. La Chine également, hein. La Chine on les revoit, ça y est, on a dépassé les niveaux d'avant Liberation Day.
avec les taxes qui avaient été annoncées. Donc on retrouve la Chine et les marchés chinois comme le CSI 300 ici ou le Dow Jones Shanghai hein, sur des niveaux d'avant annonce de Trump, plutôt très favorable. L'Inde, c'est pareil, hein, ça continue de monter. On en avait parlé ici l'Inde d'un début mars et puis surtout la confirmation mi-mars et début avril du marché indien qu'il fallait probablement acheter pour continuer la dynamique sur un pays qui a une croissance quand même énorme hein, par rapport à bien des pays européens et aux États-Unis aussi. La dégradation, la consolidation était terminée, donc depuis là ça reprend et on prend quasiment 3-4%, hein, t'es pas loin des 5 même ce matin sur les marchés indiens, donc toujours évidemment à rester pour jouer la tendance long terme sur l'Inde et le CAC 40. Ça y est, on a dépassé les 7804, hein, on l'espérait peut-être la semaine dernière, c'est arrivé aujourd'hui donc avec les annonces sur les droits de douane et donc les investisseurs qui rachètent hein, massivement les actions, qui se placent et qui vont jouer hein, la dynamique avec les taxes baissées et donc le commerce qui devrait reprendre de plus belle probablement parce que c'était quand même une épée de Damoclès un peu compliquée. Ces droits de douane complètement délirants. Donc là, ça va mieux et on voit hein, que le CAC pas loin éventuellement de recasser. Alors, il y aura pas de gros résultats cette semaine sur les valeurs du CAC 40, mais par répercussion, on l'a dit, ça peut aider hein, toutes les autres valeurs, même si on n'a pas des résultats. Les autres valeurs, que ce soit américaines ou autres, peuvent aussi contribuer aux bons résultats des valeurs sur le CAC 40 parce que notamment hein, les valeurs du CAC 40 ne vendent pas que en France, elles vendent à l'international et pour beaucoup aussi aux États-Unis. On va regarder notamment les grosses variations. LVMH, donc le luxe, hein, on en avait parlé dans la vidéo de ce matin avec les annonces sur les taxes moins importantes de la Chine, forcément. Vous avez des grands gagnants, c'est le luxe. On a également le secteur auto, hein, le secteur semi-conducteur. Donc tous ces secteurs-là, forcément, vont mieux. LVMH, le graphe est toujours moyen. C'est pour ça que, alors oui, à court terme, forcément, on va rebondir. Alors, demain, je ne sais pas si on va rendre un peu ou si on va continuer la dynamique, mais je pense qu'à court terme, on devrait quand même progresser sur ces valeurs-là du luxe. Mais quand on dézoome, il est quand même assez moche, ce graphique. Et les résultats n'ont pas été super merveilleux hein, sur LVMH. Non. C'est pour ça que les fondamentaux et le graphique, finalement, ils nous racontent la même chose, hein, à la fois des chiffres et à la fois sur les graphiques. C'est que on a quand même un manque de force sur certaines valeurs qu'il faut peut-être pas privilégier par rapport à d'autres. Et Kering, c'est la même chose. Oui, on a un rebond. Oui, à court terme, on devrait peut-être progresser, mais dès qu'on va un peu avoir encore des problèmes au niveau des résultats, ça risque de pas tenir parce que la confiance déjà elle est pas forte. Alors le seul intérêt c'est vraiment c'est au niveau de la valorisation parce qu'aujourd'hui on valorise assez peu sur ces valeurs-là, hein, que ce soit Kering surtout et LVMH un peu par rapport à d'autres où on achète peut-être avec un PER plus cher, mais généralement il y a des raisons hein, d'acheter des valeurs avec un ratio élevé. C'est des valeurs qui ont de la visibilité, qui ont de la croissance et qui continuent de gagner de plus en plus. Et généralement, moi, c'est quand même celle-là que je vais privilégier. Les secteurs semi-conducteurs avec STM, hein, j'en ai parlé ce matin, et puis l'automobile avec Stellantis. Et ils sont où Renault? Alors Renault, ils sont moins impactés aussi. Hein, ils vendent pas beaucoup aux États-Unis aussi, Renault. On fait plus 0,4, mais il y a pas, il y a moins de problèmes. Hein, c'est plutôt en Amérique du Sud qu'ils ont des débouchés Renault, donc un peu moins important. Et ArcelorMittal quand même pas mal. Hein. Arcelor c'est intéressant. Plutôt long terme aussi, on le voit. À court terme, hein, il y a toujours beaucoup de volatilité, un peu de tension, mais on sent quand même la dynamique long terme qui se fait un peu sur tout ce qui est acier, sidérurgie. La Chine qui va mieux, donc les aciéristes chinois qui devraient vendre plus dans leur territoire domestique. Donc moins de ventes à l'extérieur, donc Arcelor qui devrait pouvoir récupérer des parts de marché sur ces ventes hein, hors Chine, que ce soit en Europe ou
ou aux États-Unis. Donc, avec l'acier chinois qui était quand même subventionné et qui était limite pas très concurrentiel, forcément, parce que beaucoup moins cher que les aciers, que ce soit américains, britanniques ou européens. Donc, ArcelorMittal, oui, on est plutôt aussi largement favorable pour le moyen terme. Et puis là aussi, hein, depuis notamment la cassure du 25 ou 28 avril, favorable évidemment sur Arcelor. Et les défensifs qui fonctionnent pas, mais comme d'habitude, hein, c'est surtout un transfert de flux. Je voulais voir aussi quelques valeurs qui bougeaient pas mal. Emeis, donc ils ont donné leurs résultats aujourd'hui, plutôt correct. Hein, on fait plutôt très correct, oui, parce qu'on fait plus 10%. On n'a pas l'impression comme ça, mais super volatile, hein, Emeis, et on l'a dit depuis aussi un moment. Emeis largement favorable, tout ce qui est un peu au niveau EHPAD et également santé pour les seniors. Il y a certainement une tendance dynamique de fond haussière qui devrait se mettre en place et qui s'est déjà mis en place depuis le début de l'année. Donc sur Emeis aussi, c'est l'ancien Orpea. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et Corian, c'est Clarian. Devrait remonter la pente. Hein. Donc on l'a déjà vu avec ce gros rebond. Et la tendance qui est en train de se faire. Ils ont aussi des capitaux en termes d'immobilier qui sont super importants, hein, plus que la dette. Donc plutôt favorable aussi. On verra la réaction du marché demain. Mais déjà, on a un début de réponse avec cette belle journée sur Emeis. Forcément, qui dit secteur automobile dit équipementier automobile. Mais là aussi, Forvia, moyen. Le graphe, il fait peur. Vraiment, c'est catastrophique sur Forvia. On était, alors là, 2018, on est un peu loin, on va pas revenir à 2018, mais allez, 2021, on était à 48 euros. On est à 8 euros aujourd'hui. Et le support, hein, il date que de quelques jours. Le plus bas il est ici. Ouais, on va le mettre au 7 avril, si on l'a un peu enfoncé 2 jours après. Donc c'est relativement tendre aussi sur Forvia. Alors une dynamique peut-être court terme intéressante quand même sur pas mal de secteurs auto, à voir jusqu'où on va aller sur des rebonds, mais c'est après, hein, qu'est-ce qu'on va rendre, quel niveau on va être capable d'aller sur les plus hauts, sur le rebond, comblage de gap sur les 10 points, les 10,75 ou pas, où on s'arrête avant sur les 9,2. Plus on va haut, plus on pourra espérer un retournement intéressant sur ces valeurs-là. Mais on le voit, c'est quand même pas au mieux. On surveille aussi les volumes. Alors, on a vu beaucoup de volumes, hein, sur les plus bas, ça c'est plutôt intéressant. Mais là aussi, ça reste moyen. Et puis le secteur semi-conducteur avec notamment ASM International. On a d'autres valeurs aussi qu'on va voir après, plutôt pas mal, hein, parce qu'on revient au-dessus des 478, donc que ce soit ASML Holding ou ASM International. La tendance est quand même un petit retour, pas encore, on n'est pas encore sur une dynamique très forte, c'est cyclique, on a probablement connu le bas. On attendra peut-être un peu plus de volume, hein, sur ces valeurs-là, parce qu'on voit que pour l'instant on fait juste de la construction. On revient sur des niveaux intéressants, notamment les 478, et puis cette zone-là à travailler pour ensuite s'en extraire, hein, et casser les 520, 530 euros. Mais on est en train de faire le travail et surtout oui, revenir, c'est ce niveau-là, hein, 478, on le voit, c'était le plus bas ici du mois d'août. Et on avait beaucoup travaillé cette zone-là également novembre, décembre 2024. Et là, on y revient enfin. Donc, là aussi, on peut espérer une fin de baisse sur pas mal de secteurs semis. Alors, ceux-là ont été un peu massacrés. Il y en a d'autres qui ont mieux résisté. On peut voir BE Semiconducteur notamment. Là aussi, BE Semiconducteur, on dépasse toutes les moyennes. Ça, c'est bien. On est au-dessus des 106. Ça fait quelques jours. Ça fait 3 jours. Mais là aussi, 106, c'est un peu le même niveau qu'on a vu sur ASM. C'est un niveau clé, hein, on le voit, ce gros travail autour des 106 à la fin de l'année à l'été 2024, pardon.
Et c'était ici, hein, fin d'année 2023, qu'on l'avait cassé. Et là, on retrouve pour la première fois au-dessus des moyennes à 200. Donc on voit que tout le secteur est en train de donner des bons signes, notamment, et on peut voir quelques grosses valeurs américaines, avec notamment Nvidia. Nvidia qui donne ses résultats ici autour du 28 mai. On n'est pas loin du plus haut ici à 122 qui nous a toujours empêché, qui va quasiment coïncider avec la moyenne à 200, qui va quasiment coïncider avec la résistance oblique ici. Donc on a vraiment un regroupement de niveaux clés sur Nvidia avant les résultats. Alors est-ce qu'on va les casser avant ou est-ce qu'on va y revenir pour les résultats pour jouer selon les niveaux? Mais évidemment, si on casse toutes ces zones-là, on casse les 122, on casse la moyenne à 200, on casse l'oblique. Alors l'oblique, on l'a déjà cassé aujourd'hui. Hein. L'oblique ici de court terme de correction, la résistance oblique baissière. Donc ça commence aussi à sentir bon sur Nvidia pour sortir de ce biseau descendant et puis relancer un peu une dynamique haussière sur les techs, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est data center aussi. Les exportations de puces Nvidia sur la Chine également. Alors on sait qu'il y a un embargo sur les puces les plus chères, mais il n'y a pas que ça. Donc oui, c'est en train de se mettre en place pour nous signifier probablement que ça va redevenir intéressant. Et on pouvait aussi déjà l'anticiper, on l'a dit ici, avec au niveau du 2 mai, du 1er ou du 2 mai, cassure d'oblique RSI généralement qui casse les prix. On le voit encore la confirmation aujourd'hui. Un petit point, alors on va pas faire les autres, on va juste parler de Tesla. Parce que c'est une valeur que j'aime bien, parce que c'est une valeur sur laquelle je suis, parce que c'est une valeur auquel je crois beaucoup aussi, et qui a été énormément décotée dernièrement et qui accumulait ici sous les 300, hein, entre les 220 et les 290 dernièrement, et qu'elle aligne les signaux favorables. Tesla depuis des semaines. Et là, elle est encore en train de partir. Elle fait plus 6 et elle confirme normalement, logiquement, sa cassure vendredi de la moyenne à 200 en se maintenant au-dessus. On n'a plus qu'une seule moyenne à casser, qui est un peu en retard, la moyenne à 100 jours, mais sinon on est au-dessus de tout. On a surtout cassé ici la résistance oblique baissière. Tout est au vert, je pense, pour Tesla. On attend les bonnes nouvelles avec les relais de croissance, notamment les cybercabs et le déploiement à Austin. Donc toujours largement favorable. Et puis il y a aussi le secteur énergie, les méga packs, les Powerwall, avec l'énergie vendue aux entreprises et aux particuliers. Qui est de plus en plus important chez Tesla. Là aussi, c'est un relais de croissance important. Il n'y a pas que l'automobile chez Tesla. C'est une entreprise un peu hybride. Et enfin, on va faire les valeurs abonnées. Il y avait une valeur que je voulais voir aussi avant. C'était... Ah oui, c'était Ribert. Parce qu'il y a les résultats sur Ribert... je l'ai dit tout à l'heure. À demain. Résultat demain, normalement, sur Ribert. Et on voit, cassure d'oblique, on en avait parlé le 2 mai, je pense, ici. Retour sur moyenne à 200, accumulation. Là, on réagit aussi. On voit que les résultats devraient donner une bonne dynamique aussi, s'ils sont plutôt bons. Et avec un secteur semi qui pourrait repartir, notamment aussi avec les droits de douane, la Chine... les importations, exportations qui vont aussi être facilitées. Donc, des valeurs comme ça, semi-conducteurs, moi je préfère jouer Ribert que jouer STM, notamment. C'est des valeurs qui me semblent beaucoup plus solides et qui ont également un potentiel haussier plus important. C'est une petite valeur, donc à prendre en compte aussi. C'est pas une grosse du CAC 40, mais elle a donné quand même des signaux dernièrement intéressants. Et puis là, on est revenu en post-consolidation, donc on la retrouve pas trop cher pour le moment. On aura les résultats, donc demain, je pense, après bourse. Donc mercredi, on verra la réaction du marché. Et les valeurs qui vous intéressent avec Coface. Non. Coface, c'est pas bon. Gap baissier et derrière on n'y arrive pas.
Il n'y a pas grand-chose à faire court terme là. Et éventuellement, c'est suivre ça, hein, notamment les plus bas, un peu dans l'excès des fois, mais on a des plus bas quand même qui restent de plus en plus haut. Donc, tant qu'on a ce phénomène de plus en plus haut, oui. Mais si on revient, par exemple, ici, hein, sur les 16-20 et qu'on casse les 16, par exemple, bah, la dynamique, elle en prend un coup. Déjà qu'on a fait un gap baissier, et ça, c'est un signe très négatif. Attention à pas avoir un début de prise de bénéfice et de retournement de tendance sur Coface. Eutelsat, alors c'est spéculatif, Eutelsat, il y a eu un ancien d'Orange hein, qui a été nommé à la tête de Telsat, notamment pour gérer bah, tout ce qui va se faire avec les nouveaux contrats européens, allemands, italiens, etc. pour alors c'est OneWeb, concurrencer un peu les stratégies satellites de Starlink. Donc, on va acheter un peu plus européen, on va développer un peu ce qui est européen, mais avant ça, hein, c'était une entreprise qui avait du mal. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de spéculation. Mais dernièrement, oui, bah, les 3,50 semblent quand même tenir le niveau. Alors, le risque aussi, c'est une augmentation de capital pour se restructurer un petit peu. Et donc, qui dit augmentation de capital dit bah, une diminution du cours, hein, et notamment les actionnaires qui seront quand même dilués si ça arrive. Mais sinon, oui, c'est des lignes spéculatives à jouer. Hein. Quand on retrouve, on voit à chaque fois les réactions autour des 3,50, 3,40. C'est plutôt acheté pour jouer les rebonds. Alors les rebonds sont pas super forts. On voit qu'il y a un peu moins de spéculation et qu'on va peut-être aller de plus en plus vers de la valeur un peu. Alors j'irai pas jusqu'à dire value non plus parce que Telsat alors les chiffres là aussi on les a jeudi sur Telsat. Je suis pas sûr que les gros contrats hein, qui ont été annoncés arrivent déjà dans les premiers chiffres et soient marquants dès le premier trimestre 2025. On verra. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises. C'est ça qui va aussi jouer sur le titre. Les rebonds spéculatifs donc de moins en moins intéressants, mais peut-être hein, une valeur qui va s'étalonner un peu et devenir peut-être moins volatile, mais plus solide avec des fondamentaux intéressants sur les contrats gagnés pour la défense européenne. Fermental, alors fallait s'y intéresser notamment ici, gros pic de volume, le 23 avril. Parce que là, c'est un peu tard, malheureusement. Et puis le chandelier d'aujourd'hui est quand même assez moche. On a une mèche haute ici, hein, sur les 0,73 et on clôture à 0,62. On a perdu 15% en journée. Alors on fait quand même plus 8 hein, par rapport à la veille, mais on sent que c'est probablement un peu compliqué à court terme. Alors on a quand même beaucoup de volume. C'est peut-être pas fini, mais rentrer là-dessus, a priori non. Hein. On rentre là. On rentre ici pour jouer justement la deuxième vague. Et la deuxième vague, on l'a eu. Et là, on a un premier signal de c'est peut-être fini hein, sous la résistance. Ici, des 0,74,6, donc les 0,75. Donc, compliqué de rentrer. Il faut rentrer au plus tôt possible sur ces valeurs-là. GDS, toujours favorable sur GDS. Hein. Hop, les 27,8 sont recassés. Et puis, c'est une valeur chinoise, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Kong. Donc forcément, ça, avec les accords qui ont été faits avec la Maison Blanche, ça devrait les remettre vers l'avant. On a d'autres valeurs aussi avec Alibaba, avec BYD aussi, beaucoup de valeurs chinoises hein, qui sont en forme. Donc là, on a un niveau clé aussi cassé. Ça devrait être intéressant. Attention, elle est très volatile. On voit 15%, donc 15%, ça représente que ça. Donc là, si elle redescend, par exemple, hein, sur des niveaux d'il y a une dizaine de jours, on est à moins 20%. Donc c'est à prendre en compte aussi. C'est une action assez volatile en ce moment. On peut gagner beaucoup, on peut aussi perdre un petit peu. Yonk, c'est dans le secteur quantique. Oui, c'est une valeur aussi intéressante. On a eu notamment ce phénomène de consolidation, de rachat et d'accumulation sur la moyenne à 200, cassure d'oblique court terme et derrière, hein, on valide
un canal haussier, donc tout le secteur quantique également à surveiller, hein, et des valeurs intéressantes. Maintenant, il faut jouer un peu les bons achats et la bonne entrée court terme pour jouer la dynamique. Mais là, on a quelque chose de plutôt intéressant sur le moyen terme. Maintenant, le vrai achat court terme sur cette valeur-là, hein, on l'avait ici, notamment début avril ou mi-avril. Et si on joue le moyen long terme, oui, on peut toujours acheter sur ces niveaux-là. Kaufman et Broad, pas terrible. Double échec. Qui dit double échec, généralement dit retour sur le support précédent, plus haut à 35,6, échec, plus haut à 35,6, échec, quasiment dessus. Derrière, forcément, ça descend. On pouvait s'y attendre, notamment ici, le 6 mai. On avait encore 2 jours pour partir. Et puis après, boum, la sanction, le gap. Donc quand on voit, hein, des échecs comme ça, des doubles échecs, généralement, pas toujours, mais très souvent, c'est mauvais. Donc là, la tendance, elle n'est pas non plus à jeter, hein, sur Kaufman, mais quand on fait un gros gap baissier comme ça, c'est plutôt à éviter. Lumibird, plutôt pas mal ce que fait Lumibird. Il y a aussi un petit canal haussier, hein, qui est en train de se créer sur Lumibird. On a un peu cassé ici cette zone qu'on aurait dû défendre. Hop. Mais on voit qu'on revient bien. Et puis le retournement un peu long terme qu'on est en train de deviner ici. Donc favorable aussi sur Lumibird, hein. Alors j'ai pas suivi, je crois qu'il y a quelqu'un qui était dessus, mais il y avait les résultats qui datent de plusieurs semaines, je crois, sur Lumibird, qui étaient plutôt corrects. Là aussi, on joue le moyen long terme. Alors à court terme, non, hein, parce qu'on a des chances de faire ça. Mais on le voit qu'à moyen long terme, plutôt largement favorable. Donc attention à court terme, ça ressemble aussi un peu à L'Oréal éventuellement, mais elle semble bien orientée moyen terme. Et puis TKO notamment sur la WWE et l'Ultimate Fighting, donc c'est dans les médias. On est bien monté. Alors elle est récemment en bourse, hein, ici mois de septembre 2023, donc elle a eu un peu de mal sur ses premiers mois. Et puis finalement, on a bien décollé, hein, pour quasiment doubler, presque doubler le prix d'introduction. 178 $. On fait une première conso. Et pour l'instant, on est toujours là-dedans. Donc à voir si on a atteint un plus haut et puis qu'on va revenir. C'est-à-dire toute cette zone finalement entre les 178 et les 130, c'est de la construction qui est pas parlante. Par contre, des retours ici et une cassure des 130, ça signifie peut-être le début, hein, enfin le début, il a eu lieu plus haut, mais des prises de bénéfices et de la fin de la tendance haussière, hein, parce qu'on a quand même fait presque du x2, hein, même plus que du x2 sur les plus bas ici. Sur TKO, donc ça va arriver à un moment. Alors j'ai pas regardé les fondamentaux et les ratios, peut-être qu'on a encore des ratios relativement faibles, hein. Mais ça serait le scénario négatif. Par contre, oui, si on revient, ce qui serait intéressant, c'est de revenir sur les 178, éventuellement de les casser, mais si on les casse pas, qu'on rebaisse pas trop et qu'on revient, c'est ça qu'on veut voir. C'est des rattaques de plus haut, et entre-temps, pas trop perdre. Donc pour l'instant, on est toujours plutôt favorable. On peut se mettre une médiane ici, hein, sur TKO, autour des 150. Tant qu'on est entre les 150 et les 178, bah on va jouer un peu le retour sur résistance. Par contre, si on se met là, bah on va commencer à dégrader, donc à surveiller. Mais là, on est vraiment en mode entre les deux sur cette valeur-là. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire à part de l'observation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me dire ce que vous en pensez, les actions qui vous intéressent, les commentaires, les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!